Et la Russie, Mais la Russie est l'agresseur. Mais la Russie est l'agresseur. Les petits loups, donc là on est sur une émission, je suis tombé dessus par hasard, sur France 24, c'est un débat Ukraine, la guerre oubliée, l'aide financière et militaire des V7 en question. Donc, et c'est un débat qui est organisé par France 24, comme je l'ai dit. Alors les invités sont... Ah, ils mettent pas. Mais je crois qu'il y a député hongrois. Et ah, c'est ça. Un député hongrois et un député du Bundestag, donc du Parlement allemand. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Et on va voir, je crois qu'on va bien se marrer. C'est parti. Voilà, c'est parti. Et Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles. Alors que le monde a les yeux rivés sur le conflit au Proche-Orient, l'Ukraine craint de faire les frais de cette polarisation. Les Européens sont-ils capables de gérer deux conflits à haute intensité? Non. Voilà, merci beaucoup. Volodymyr Zelensky appelle les 27 à maintenir leur soutien au plus haut niveau, mais ces derniers semblent divisés sur plusieurs sujets. La poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine pose problème à certains États membres, comme la Slovaquie du populiste Robert Fico, qui a réaffirmé à l'OTAN sa volonté de suspendre les livraisons d'armes. Des divergences aussi sur le budget à long terme de l'Union européenne qui prévoit une nouvelle aide financière de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Putain, 50 milliards d'euros quoi, ils se font plaisir hein. Puis 50 milliards d'euros, il te fait croire que c'est l'Union européenne, mais non, c'est dans notre poche qu'ils les prennent les 50 milliards, t'es marrant toi. D'autant que certains... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Regardez-moi ce truc. Non mais écoutez les mecs, fais-moi rêver, tu vois, m'a des petites biches. Voilà. États membres atténuent l'effet des sanctions contre la Russie. On pense par exemple à la Hongrie qui carbure toujours au gaz russe ou à Chypre. Qui carbure toujours. Et comment tu veux qu'elle fasse en fait? Alors, comment tu veux qu'elle fasse? Comment la Hongrie pourrait faire pour... Elle devrait se laisser crever de faim. Ils sont bizarres, hein. Ils sont étranges. Qui vient d'être accusée par une enquête de plusieurs médias d'avoir longtemps servi de lessiveuse à l'argent russe. Alors, enfin, c'est pas nouveau Chypre, hein. Chypre, Malte, tous ces pays-là, c'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été des plaques tournantes de l'argent russe, hein. Pas nouveau, non. Ça a toujours été et ça sera toujours. La Commission européenne a quand même donné à Kiev un signal très positif la semaine dernière en préconisant l'ouverture des négociations d'adhésion pour ce pays pourtant en guerre. L'Union européenne en fait-elle assez pour aider l'Ukraine à gagner ce conflit qui s'enlise? Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités, deux eurodéputés. Bala Sidvegi, bonjour. Vous êtes eurodéputé hongrois du parti d'ailleurs de Viktor Orban, le Fidesz, qui d'ailleurs a une position un peu solo au sein de l'Union européenne que vous nous... Un peu solo. Tu vois déjà comment elle présente l'individu, hein. Il est un peu solo. Tu vois. Donc on voit déjà que la journaliste, en fait, elle n'est pas neutre, en fait, là. Que ce commentaire n'est pas utile, en fait, hein. C'est pas parce qu'il est solo qu'il a tort, hein. Vous expliquerez, vous êtes chez les non-inscrits ici au Parlement. Et puis on accueille également Michael Galler, bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du... Regarde. Il y a des petits pins là, le petit drapeau ukrainien et le drapeau européen. Ok, on a compris. Du groupe du Parti populaire européen, à la droite de l'hémicycle. Et vous êtes allé à de nombreuses reprises sur le territoire ukrainien, car vous vous occupez du rapport sur l'aide militaire de l'Union
à l'Ukraine. Première question pour vous, Michael Galler. Tous les observateurs sont concentrés sur le conflit au Proche-Orient. Est-ce que vous craignez que l'Union européenne ne se désintéresse de l'Ukraine? Pas du tout. L'agenda vers l'Ukraine, ça c'est prévu, ça c'est réglé, ça c'est sur place. Par exemple, le nouveau cadre financier qui est prévu pour l'année prochaine jusqu'à 27, les 50 milliards dont vous avez parlé déjà, ça c'est en route. Au Parlement, c'est déjà voté. Et les autres moyens financiers sur l'armement, ça c'est quelque chose de séparé au dehors du budget, mais ça c'est aux mains du haut représentant. Et en parallèle, il y a aussi le processus Rammstein qui a lieu chaque mois afin de continuer la livraison d'armes. Donc ils servent à quoi ces 50 premiers milliards là? Est-ce qu'ils vont servir à... Ils vont servir à quoi? À ce que Zelensky et ses potes s'achètent des villas à Marbella? Franchement les mecs... À quoi ils vont servir les 50 milliards? Quelqu'un peut m'expliquer? Alors la livraison d'armes, enfin, en attendant, on dit souvent qu'un conflit chasse l'autre. Certains pays parlent de fatigue européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que c'est le cas de la Hongrie, par exemple? Écoutez, nous ne croyons pas que ce conflit, cette guerre peut être gagnée par l'Ukraine sur le front. Il faudra changer en fait le focus, il faudra parler à propos de la paix. Ça commence avec un cessez-le-feu et les négociations, même si les négociations, bien sûr, avec Vladimir Poutine et la Russie, sera très très difficile, mais il faudra la commencer, il faudra changer le focus parce que comme ça, on voit les centaines de milliers de gens ukrainiens morts sur le front, on voit une impasse. Elle va intervenir la grosse là. Non mais il a raison, hein, il a raison. Hein. C'est ça le problème, hein, c'est qu'il a raison, c'est que c'est vrai que bon là, le carnage est fini les mecs, t'as pas continué à pousser le truc, quoi, voilà, t'as perdu, quoi. Même le général, comment ça s'appelle, Zaloujmi, là, Aloumi, là, comme les fromages, il a dit, écoutez les mecs, on est dans l'impasse, hein. Il faudrait une arme miracle pour gagner. Donc en fait, en gros, il veut dire qu'ils ont perdu, quoi. Hein. Donc faut arrêter les frais, quoi. Et lui, il dit, bon, c'est ce qu'il dit un peu, quoi. Maintenant, bon, peut-être commencer à discuter de la paix, parce que voilà, quoi. Hein, avec Poutine, ça va être très difficile, mais il faut commencer à tout doucement y aller. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Après, Un front gelé, en fait. Un cessez-le-feu des Ukrainiens, parce que les Russes ne sont pas intéressés de faire un cessez-le-feu. Hein. Vous voyez? Et c'est ça le problème, tout le problème du journalisme et de l'Occident, si vous voulez. C'est que cette journaliste là, enfin, je crois que c'est une femme, hein, ça a l'air d'être une femme. Pourquoi elle intervient, elle, en fait? Vous voyez? Donc, en fait, le mec, il doit débattre avec l'autre, là, l'allemand, là, et avec la journaliste. Vous voyez? Donc, si vous voulez... c'est ça le problème aujourd'hui des médias et de la parole en général, c'est que en quoi est-ce que la journaliste, son point de vue est important dans le débat là? Écoutez, il faut commencer de parler à propos de ce but-là, parce que pour l'instant, l'Union européenne ne parle que des armements, des munitions et de continuation de cette guerre. Il y a régulièrement... On n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors, en fait, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Et après, Les chanceliers ou présidents des différents États sont en contact avec Poutine. Ils n'ont pas reçu un seul signal de volonté de changer la position. La Russie... Mais pourquoi? Parce que Poutine, il sait très bien que ça sert à rien de discuter avec les Européens. C'est pas eux qui décident. C'est les Américains. Donc Poutine, il est cohérent. Il dit, écoutez les gars... Hein, je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous, mais là, si je veux gérer le problème ukrainien, c'est avec les Américains que je dois
Discutez pas avec les Européens. Je veux dire, c'est les Américains qui dictent la musique ukrainienne. Ouais. Donc, c'est l'armée de l'OTAN. L'armée de l'OTAN, c'est l'armée américaine. C'est l'argent américain, c'est l'armement américain, les réseaux, les réseaux d'espionnage, en tout cas de renseignement américains. C'est l'Américain qui gère l'Ukraine. Il a peur de comprendre l'allemand là. Même lui, l'Allemagne, il parle de l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est quoi en fait, fondamentalement, d'un point de vue diplomatique aujourd'hui? C'est plus rien. L'Allemagne, ils ont une base militaire énorme, américaine sur leur sol. Donc même eux, ils sont pas crédibles dans la discussion en fait. Et toujours, Et puis en plus, j'aimerais rappeler que François Hollande et Angela Merkel ont tous les deux dit que les accords de Minsk c'était du à gagne-temps et qu'en fait on voulait pas les respecter dès le départ. Donc Poutine il dit bon de toute façon vous deux ça sert à rien. Les Européens ils discutent avec qui? Avec les Polonais. Avec les Polonais. Est-ce qu'il y a même eu une seule tout, à un moment donné, il y avait toutes sortes de, de groupes de conférences, de groupes de négociations pour la paix. Les Africains sont allés, la Turquie est allée, Israël est allé. Enfin, je veux dire, tout le monde a voulu. Hein, il n'y avait aucun Européen. Aucun. Donc, il faut dire que les Européens ne peuvent rien faire, ils n'ont aucun mot à dire dans la discussion. Et c'est un drame. C'est un drame parce que ça se passe en Europe. sur le cours d'éliminer l'existence d'État ukrainien. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a commencé cette guerre. Donc vous ne croyez pas à cette solution de paix? Voilà, c'est très facile. Au moment où la Russie arrête la guerre est finie. Au moment où les Ukrainiens le font, c'est l'Ukraine qui est finie. C'était marrant ça. C'est marrant ça. Et c'est très clair qu'il n'y a pas de volonté pour le moment. Donc il faut soutenir l'Ukraine qui est attaquée pour la raison. Ils veulent vivre comme nous. Ils font un combat européen. On a l'impression quand même que le président ukrainien insiste sur le fait que les États-Unis sont en train de livrer des armes en effet à Israël. Peut-être que du coup ça les détourne de leur destination en Ukraine et que les Européens ne prennent pas suffisamment le relais pour leur livrer des armes. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous constatez? Ce que je constate en fait, c'est que pendant les dernières années, un an et demi, pendant cette guerre, et même peut-être avant, il n'y avait pas vraiment un débat en Europe, un débat européen sur les intérêts stratégiques d'Europe dans ce conflit-là. Oui. Pour l'instant, l'Union européenne suit en fait la ligne stratégique des États-Unis. C'est une... Si c'est vrai, il dit non, 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 mais si c'est vrai, hein. Si c'est vrai, hein, il a raison. Hein. Un grand conflit géopolitique mondial, mais ce n'est pas un intérêt automatique européen de en fait couper tous les liens avec la Russie, politique, économique, énergétique. C'est surtout ça qui l'emmerde en fait, lui, hein, parce que c'est vrai que l'hiver va venir et ils vont crever de froid. Hein. Je rigole, mais c'est ça le problème. Hein. Eux, ça les emmerde les Hongrois parce que la grosse partie de leur énergie vient de Russie, c'est juste à côté. Bien que... Et essayer d'assister les États-Unis, de pousser la Russie sur le carte. Donc, s'il y a une réalité géographique, une réalité géopolitique, il faudra trouver une solution pacifique pour les Ukrainiens et pour l'Ukraine pour continuer à exister pacifiquement avec un lien politique, économique avec l'Europe, sans présenter en fait une menace militaire à la Russie. Il n'y avait jamais une menace militaire vis-à-vis de la Russie de la part de l'OTAN avant la... Ouais, voilà, c'est ça le problème aussi, tu vois. Quand t'es dans le déni, c'est dans le déni, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La chute du mur, Brejnev le savait, c'est qu'il n'y a jamais une attaque d'une communauté des démocraties. Donc, Il raconte, lui. Je vous y raconte. Enfin, je veux dire, ouais, bah, c'est ça aussi, tu vois, vous voyez, encore une fois, ça, ils sont pas endoctrinés, c'est ce qu'ils pensent vraiment, tu vois. Tu vois, ils n'arrivent pas à concevoir que pour la Russie, eux, ils perçoivent l'OTAN comme une menace, si tu veux. Et qui disent, bon, écoutez les gars, on a déjà tous les pays baltes, vous les a laissés, mais l'Ukraine, on veut pas. Tu vois? Et lui, il peut pas le comprendre, ça. C'est impossible pour ces gens-là de comprendre comment dirais-je, la perception de l'autre. Lui, lui, il croit sincèrement, de tout cœur, que l'OTAN, en fait, et c'est marrant parce que c'est un discours qui est complètement contradictoire parce qu'en même temps, il passe son temps à dire que la Russie c'est une dictature, que la Russie c'est des méchants, que ceci, que cela, que ceci, que cela. En même temps, il te dit qu'il faut l'OTAN et il se dit pas que tiens, les Russes qui écoutent son discours se disent attends, tu passes mon temps à dire que je suis ton ennemi, que je suis une menace pour, pour ton régime politique, pour tout ce que tu veux, tes valeurs, toutes tes conneries, hein, tout ce que tu définis comme ton identité. Et t'arrives pas à comprendre que le fait que tu te rapproches de moi, ça me pose problème. Si vous voulez. Donc c'est le déni total de l'autre et de la perception de l'autre. L'autre n'existe pas. Le problème, c'est que l'autre, il n'existe pas jusqu'à ce qu'il te mette au pain à la tronche, quoi. Là, il va exister, l'autre, là. C'est ça, hein. Et non seulement l'autre russe, mais l'autre hongrois aussi. Parce que pour lui, l'Allemagne, en plus l'Allemagne est bon, je veux dire, il est même, en fait, il est même dans le déni même de son pays propre. Hein. Donc eux, ils sont très très loin. Eux. Mais même l'autre hongrois, l'autre slovaque, ils peuvent pas comprendre que ces pays-là peuvent avoir une autre vision une autre vision de la Russie et surtout des relations différentes avec la Russie, des intérêts qui sont différents de l'Allemagne par rapport à la Russie. Et encore, c'est pas de l'Allemagne, c'est d'une certaine Allemagne. Si vous voulez. Vous voyez, c'est impossible pour ces gens-là. C'est intéressant d'un point de vue psychologique, politique. C'est le déni total et l'autre n'existe pas. C'est intéressant. C'est intéressant. aujourd'hui, c'est aussi pas quelque chose seulement géopolitique, c'est un conflit systémique entre dictature et démocratie. Ouais, dictature et démocratie, voilà. Les deux camps, le camp du bien, le camp du mal. Voilà. Et là, l'Ukraine est attaquée pour la seule raison qu'elle voudrait bien vivre comme nous. Voilà, vous voyez. Mais c'est ça, hein. Comme il part du principe, c'est normal quelque part qu'il est obligé d'inventer n'importe quoi. C'est parce que comme il ne peut pas concevoir qu'il y ait d'autres raisons à ce que la Russie envahisse l'Ukraine. Et puis en plus, voilà, non, le Donbass ça n'existe pas, voilà, hein, dans un univers parallèle, il a une certaine vision de la réalité, on va dire. Il est obligé d'inventer des histoires. Oui, mais non, vous savez, c'est parce que Poutine, il est jaloux de l'Ukraine. Tu vois, il se dit, oh mon Dieu, l'Ukraine devient une démocratie, je peux pas, je dois l'attaquer. Enfin, c'est d'une débilité, si vous voulez, c'est affligeant, quoi. Démocratie, et c'est la plus grande menace. Il n'y a pas de menace militaire pour la Russie de notre côté, mais il y a une menace idéologique, si vous voulez. C'est ça. Pas de menace militaire de notre côté. Voilà.
Ça. Le voulez comme ça, il y a la menace qu'il y ait un autre pays libre à côté de la Russie où les Russes commencent à douter si la manière d'organiser une société comme Poutine, si ça sera la meilleure option. Donc il faut rester ferme et j'ai pas besoin et les Ukrainiens n'ont pas besoin des Américains pour la volonté de vivre librement. Et nous avons, soit avec cette administration américaine ou, je n'espère pas, avec une prochaine administration Trump ou similaire, il faut rester ferme là-dessus. Écoutez, sans l'aide militaire et financière américaine, l'Ukraine ne pourrait pas continuer cette guerre. Ben oui. C'est des faits, c'est la réalité des choses, c'est des faits, quoi, merde, quand même. C'est des faits, les mecs. Ouais. C'est le problème, quoi. Je veux dire, c'est comme si de dire que le ciel est bleu, quoi. Enfin, là, pas aujourd'hui, parce qu'il fait dégueulasse, mais... c'est ce que je veux dire. Que les oiseaux volent, tu vois, mais non. Ils pensent réellement que l'Ukraine, sans les Américains, enfin, je veux dire, ils ont complètement... Enfin, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable, hein. D'être dans le déni pareil. Moi, je préférais des mecs qui soient concrets, quoi, qui disent, bon, écoutez, on fait la guerre contre la Russie, des mecs comme Brzezinski, tu vois. Brzezinski, voilà, c'est un stratège, il avait dit, bon, il est allé plein pot, il a dit, bon, écoutez, nous, c'est pas compliqué, si on veut diminuer l'importance de la Russie, il faut absolument que la Russie et l'Ukraine soient séparées, et donc on va tout faire pour ça, quoi. Et eux ils étaient... lui, il est concret, quoi, il dit la vérité, tu vois. Mais l'autre, je te dis, il ment même pas, quoi. Il y croit vraiment, il croit vraiment que l'Ukraine, sans les Américains, peut gagner la guerre. C'est quand même... ben oui, évidemment, l'autre, il dit un fait, quoi. Et dans ce cas-là, l'intérêt européen et ukrainien, selon mon opinion, c'est de trouver une façon de coexister pacifiquement avec la Russie, parce que l'Ukraine est située entre l'Occident et la Russie. Mais la Russie est l'agresseur. Mais la Russie est l'agresseur. Regardez-moi la grosse, quoi. C'est journaliste, hein. C'est quoi leur métier, en fait? C'est quoi leur objectif, leur existence sociale? Ils servent à quoi, ces gens-là? Et situé entre l'Occident et la Russie. Regarde, vous voyez? La journaliste, on lui a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'elle intervient, là? Et la Russie est l'agresseur. Enfin, je veux dire, tu vois? Il est là le problème aussi. Et la journaliste, vous pouvez pas m'expliquer qu'elle est payée pour mentir. Elle dit ce qu'elle pense. Tu vois, comment dirais-je? Oui, je sais pas ce qu'on leur apprend dans les écoles de journalisme, mais est-ce qu'on leur dit que leur raison sociale, leur raison sociale, c'est d'être neutre, c'est de ne pas intervenir dans le débat. Lui, déjà, là, il est face à la grosse journaliste, il est face aux parlementaires allemands pro-ukrainiens complètement délirants, et t'as l'autre à droite, là, lui qui est là, bon, il essaye un peu de rester neutre, mais la grosse, elle est complètement ailleurs, hein. Elle est complètement ailleurs, les mecs. Eh ouais, non, mais attendez, les gars, oh. Ton métier, c'est d'être neutre, d'amener des gens qui sont en contradiction et de les laisser débattre. Pas d'intervenir prendre le parti d'un camp. International, nucléaire, ça c'est la réalité. Il faut trouver une solution pacifique pour coexister. Voilà. Michael Galère, sur la question de l'armement, justement, oui. Quand on voit que les États-Unis vont concentrer leur livraison d'armes à Israël sur le conflit au Proche-Orient, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Union européenne soit obligée de prendre le relais en termes d'armement de l'Ukraine dans ce conflit, dans cette guerre en Ukraine? Seul, on ne peut pas le faire et je doute qu'il y a ce qu'il délivre à l'Israël, ce n'est pas prévu pour l'Ukraine. Il y a autre chose qu'ils fournissent pour le moment. Et nous avons pris quelques actes comme
ASAP, acte en soutien de production de munitions, et dire pas... On est très loin, par exemple, des 1 million d'obus qu'on a promis à la fin de On l'année. n'est pas là, oui, et je critique cela, car il faut vraiment avoir une production sur 7 jours, 24 heures, comme le fait la Russie ou son souteneur au Corée du Nord. On ne peut pas laisser cet pays tomber dans la sphère russe. Les zones grises provoquent l'attractivité pour des dictateurs, et une dictature fasciste comme la Russie aujourd'hui, ce n'est pas là une coexistence possible au détriment des Ukrainiens. Ça provoque le prochain conflit au moment où il y avait un cessez-le-feu sans autre règlement. Et s'il y avait un cessez-le-feu, il fallait des garanties sécuritaires pour l'Ukraine de la part des majeurs pouvoirs européens et américains. C'est vrai que c'est assez incompréhensible pour les Européens, Bala Sidvegi, que la Slovaquie, maintenant du populiste Robert Fico, refuse d'envoyer des armes à l'Ukraine, que la Hongrie hésite aussi. Alors là aussi, c'est marrant, populiste, vous voyez. C'est si bizarre, hein. Comme ces gens qui sont pro-démocratie adorent le mot populiste. Populiste, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, d'après j'ai compris, tu vois, démagogue à la limite, mais populiste. Quand les gens, quand ils gagnent les élections, il est populiste. Ou c'est parce que en fait c'est celui qui gagne et qui est pas d'accord avec vous qui devient populiste. Parce que si quelqu'un est d'accord avec vous, gagne les élections, il n'est pas populiste. Et c'est un peu... c'est perturbant. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Populiste, Poutine qui serait... La Russie qui serait une dictature fasciste. Enfin... C'est vraiment... En plus, ça vient d'un Allemand en plus. Hein. Les Allemands, ils s'y connaissent en dictature fasciste. Hein. Enfin, franchement, les mecs... Et n'envoie pas d'ailleurs des armes à l'Ukraine, alors que, quand même, on se rappelle, hein, les chars à Budapest, votre grand voisin russe vous a envahi à de multiples reprises, vous n'avez pas peur de lui? Ah là là, l'argument, quoi. L'argument éclaté au sol, vous n'avez pas peur de la Russie? Bah, en attendant, comme l'impression que si tu te tiens tranquille, si tu veux pas de l'OTAN dans ton pays, y a pas de problème là contre la Russie là. Que c'est bizarre comme raisonnement en plus là. En plus, elle explique bien qu'il faudrait qu'elle ait peur de la Russie en fait. Hein. Mais en même temps, elle t'explique que l'OTAN c'est pas du tout contre la Russie. Je veux dire, vous voyez, c'est un peu. Écoutez, je pense que pousser un pouvoir nucléaire au coin, essayer de en fait finir avec la Russie, ce n'est pas la bonne stratégie. Et ce n'est pas une bonne stratégie pour l'Europe, de toute façon. On essaye juste... Vous voyez? En quoi enfin, j'appelle la grosse, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elle elle répond là? Pourquoi est-ce qu'elle se sent obligée de débattre avec lui en fait? Juste de récupérer l'Ukraine, hein. Récupérer l'Ukraine, hein. Et puis ça regarde l'autre là, vous voyez, regarde l'autre genre, hey, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, t'as vu, tu vois? Regardez-moi ça. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens ne font plus confiance à ces gens-là en fait. Parce qu'ils se donnent une espèce de droit, de débattre, d'argumenter, de débattre avec les invités. C'est pas les journalistes de débattre avec les invités. Pas bonne pour les Ukrainiens non plus. Pour l'Ukraine, il faudra trouver un moyen de coexister avec l'Europe et la Russie en tenant compte des liens économiques qui sont possibles, commerciaux, politiques, même l'adhésion à l'Union européenne, si elles sont prêtes. La Hongrie le soutient. Mais pas dans une guerre comme ça. Et encore une fois, il faudra trouver un moyen de travailler maintenant pour un cessez-le-feu, même si c'est difficile. Il faudrait pas. J'accepte bien que M. Galler n'aime pas Vladimir Poutine. OK, mais ça, c'est la réalité géopolitique que la Russie se trouve où elle se trouve. Il faudra trouver une solution, les négociations. Ça, c'est le seul moyen
de finir avec cette guerre et la souffrance des Ukrainiens. On a compris votre message, Michael Galler, quand on voit que certains pays comme la Hongrie, On a compris votre message. Il faut toujours se méfier quand les journalistes disent on a compris. Hein? On a compris votre message, j'entends ce que vous dites. Vous voyez, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment c'est une façon d'éliminer en fait l'argument de l'autre. J'ai bien compris ce que vous dites, j'ai compris ce que vous dites, j'entends bien ce que vous dites. Vous voyez, c'est l'idée de dire voilà, je vous laisse parler. Vous voyez, votre point de vue j'entends moi journaliste, je comprends moi journaliste. Vous voyez, c'est dangereux pour les journalistes, hein. Enfin, c'est dangereux. Mais si, quand même, parce que au final, et c'est pour ça que je dis, quand ils sortent de leur rôle neutre, de neutralité, en fait, bah, les mecs pourra pas dire après qu'ils étaient pas responsables. Hein. Vrai ou pas vrai? Bon, je sais, je crée la polémique, mais c'est vrai ce que je dis. Tu peux pas te prétendre journaliste, entrer dans le débat, donc sortir de ta neutralité axiologique, d'accord, en défendant un camp tout le temps le même, et puis ensuite, si ce camp s'avère être faux, et avoir menti, et avoir trompé les gens, et en tout cas avoir emmené les gens dans une certaine direction qui était la mauvaise, toi t'es dans la merde après. Tu vois? C'est dans la merde après. la Slovaquie bloque une aide militaire, une aide financière à l'Ukraine. Comment peut faire l'Union européenne? Est-ce qu'il faut aller vers davantage d'aide bilatérale? Voilà, sur l'aide militaire, il y a beaucoup d'États membres qui n'ont rien à fournir ou qui ne veulent pas. Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est au dehors du budget. Ça, c'est quelque chose de volontaire. Je prends acte que l'Hongrie n'a jamais fait ça. Je crois la Slovaquie qui a fourni beaucoup avant, Fico, ils n'ont plus tellement à fournir. Et les autres vont vraiment, et j'espère, l'Allemagne a doublé pour l'année prochaine de 4 à 8 milliards de soutien militaire. Et il faut le continuer jusqu'au moment où il y a des signaux de la part de la Russie qu'ils changent d'avis. Mais... Ah ok, donc c'est ça sa stratégie quoi. En fait sa stratégie c'est qu'il n'y a pas de stratégie quoi. Je sais pas les mecs franchement. Donc il faut continuer jusqu'à ce que la Russie change d'avis quoi. Continuer quoi on sait pas. Envoyer de l'argent à l'Ukraine. Donc si ça dure jusque 20 ans, il faut que ça continue pendant 20 ans en gros c'est ça. Les mecs... unilatéralement, ça n'a pas de sens du tout. C'est vrai que malgré toutes les réticences que vous avez développées, Balašid Vegi, votre Premier ministre Viktor Orban, il a voté toutes les salves de sanctions, les 11, et il y a une 12e en cours. Donc finalement... Vous... ça c'est vrai que pour le coup, c'est pour ça que moi... voilà, je sais bien que tous les droitards et les mecs de droite nous expliquent que la Hongrie d'Orban, vous allez voir ce que vous allez voir, machin. Non, en fait, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi elle a voté les sanctions. Hein. En fait, elle vote les sanctions parce que le jour où ils ont pu l'argent des Européens, ils sont en crise, les Hongrois là. Faut bien comprendre que tous ces pays-là, Hongrie, tous ces machins-là, ils sont en respiration artificielle grâce à l'Union Européenne. Hein. Oui, parce qu'il y a des pays, oui, il y a des pays qui, si vous voulez, ils sont bénéficiaires à rentrer dans l'Union Européenne. La Pologne, les pays baltes, la Hongrie, tous ces pays-là. Hein? Donc c'est vrai qu'il faut les malins, ils aiment bien débattre. Bon, c'est vrai qu'ils ont raison là quand les arguments qu'ils donnaient, raison, mais au final ils votent les sanctions. Donc c'est vrai que j'aimerais bien attendre sa réponse là. C'est vrai que là pour le coup la grosse là, elle a bien géré là. Là franchement,
Bien joué, la petite grosse là. Vous croyez quand même à cette stratégie des sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour faire cesser le conflit, hein? Écoutez, nous ne voulons pas bloquer tout l'effort de l'Union européenne si nous sommes les seuls qui sont plus critiques. Pas le seul, mais le plus ouvert. Ce Parlement, le Parlement européen, la semaine dernière, a passé une résolution concernant les sanctions et les futurs. Et même ce document du Parlement européen souligne et accepte, explique que les sanctions ne fonctionnaient pas. De beaucoup de points, il explique comment ils n'ont pas fonctionné. Ils n'ont pas arrêté la guerre, ils n'ont pas fait de mal à l'économie russe. Par contre, ils font du mal au peuple européen et l'économie européenne. Donc les sanctions vraiment ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas la bonne solution dans ce conflit-là. Il y a ceux Oui, qui mais c'est font- pas la question, hein. C'est un petit malin, lui. C'est un petit malin, non. Petit malin, lui. C'est un petit malin parce qu'il peut pas dire la vérité. Soit il savait très bien que les sanctions n'avaient pas fonctionné, donc il s'est dit, bon, je vais pas me griller, pour rien, hein. Ou alors simplement, voilà quoi, c'est juste, c'est un arnaqueur quoi, enfin c'est un arnaqueur, il a une grande gueule, mais au final, quand on lui demande de signer, il signe, hein. Bah, simplement parce qu'il a des subventions européennes. C'est-à-dire que le jour où les Hongrois font un peu trop les malins, qui commencent vraiment effectivement à aller dans les actes, mais non pas seulement dans les paroles, c'est pour ça que la Slovaquie, je vais voir un peu ce qui va se passer, quoi. On va voir si... bon, après, il faut voir si elle vote les sanctions. Hein, on va voir. S'ils vont avoir le courage. À mon avis, ils l'auront pas parce que c'est pas dans leur intérêt, en fait. Hein. C'est pas du tout dans leur intérêt de voter contre les sanctions. Il y a d'autres, par exemple sur l'accès de financement et tout ça pour les compagnies, ils n'ont pas accès au marché financier. Il y a d'autres aussi qui ne fonctionnent pas, qui sont Contourner. circontournés par des États tiers. Et il y a aussi des circonstances où par hasard, maintenant, il y a les chiffres d'exportation au Kazakhstan ou au Ouzbékistan augmentent où il n'y avait rien avant. Donc on peut voir, il y a les livraisons probablement continuent vers la Russie. Donc il faut suivre cela. Mais l'alternative de lever les sanctions, ça aide le criminel au Kremlin et ce n'est pas une option. Alors, non, je ne pense pas. L'alternative, en fait, M. Galler, c'est de commencer de parler à propos du paix et de cesser le feu. Même si c'est difficile, même si vous n'aimez pas M. Poutine, il faudra commencer ça avec un effort européen stratégique, avec un plan de sécurité, plan économique et politique. Il faudra commencer ça parce qu'on ne parle pas de ça. On parle que les armements et la continuation de... Et regardez, monsieur. Monsieur Orban est allé parler tout seul à Monsieur Poutine en Chine, Oui, sans l'accord des 26 autres et sans aucun message d'eux d'ailleurs. Hein. Voilà, je crois que c'est maintenant un peu embarrassant pour les Hongrois de voir le Premier ministre faire shake hands avec un criminel de guerre. Pas du tout. Un criminel de guerre. Un criminel de guerre. Une autre chose, si vous insistez sur être criminel de guerre pour de Vladimir Poutine, vous faites une seule chose. Oui. Vous faites une seule chose. Vous rendrez impossible de toute négociation avec Vladimir Poutine pour cesser le feu. Parce qu'il faut avoir des négociations pour arrêter la guerre. Si vous insistez sur être criminel de guerre, vous rendrez cette possibilité impossible. Cette négociation impossible. C'est pas le bon politique. Ah oui, mais ça, c'est pas faux, hein. C'est pas faux ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Le problème, c'est que... est-ce que lui, il y en a quelque chose à foutre, là, le vieux Allemand, là. Tu vois, est-ce qu'il y en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à faire, de la politique? Tu vois que c'est le mec, voilà, quoi. Il est député européen. Il parle pour rien dire. De toute façon, ça change rien, hein.
Lui, il touche 4-5 000 euros par mois tranquille. Ouais, il vote des trucs qu'il lit pas. Voilà quoi. Quelle galère avant d'avoir conclu la Et il a pas répondu là pour le coup. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que tu peux pas en même temps dire que Poutine il veut pas négocier et en même temps tu le traites de criminel de guerre. C'est vrai que là pour l'argument il est pas mal. L'argument il est pas mal. Ouais, bravo, bravo. Mais t'as toujours pas expliqué pourquoi les Hongrois votent les sanctions. C'est pas expliqué parce qu'en fait la réponse c'est que parce que tu veux les thunes. paix sur ce conflit? Est-ce qu'il faut que l'Union européenne fasse rentrer l'Ukraine en son sein? La Commission européenne a donné son accord pour ouvrir les négociations. Oui. Et le Parlement. Oui. Il sait même pas ce que ça va avoir comme conséquence économique d'avoir l'Ukraine, un pays en faillite dans l'Union européenne. Quelle partie de l'Ukraine, enfin, tu vois quoi. Oui. Oui, par principe, quoi, tu vois. Voilà. Oui. Le Parlement Oui. a soutenu cela. Je suis le rapporteur pour l'Ukraine et aussi Ah le bon? co-rapporteur pour les 50 milliards. Il faut donner cette perspective à ce pays, comme j'ai dit. Ils veulent vivre comme nous. Ils veulent vivre comme nous. Tous les pays veulent vivre comme nous, t'es marrant, toi. C'est pas un argument, ça. Ils veulent vivre comme nous. partagent nos valeurs. Et il veut éviter de rester dans cette zone grise. Et c'est un processus qui est un signal très clair vis-à-vis les Ukrainiens, vis-à-vis nos propres citoyens, mais aussi vis-à-vis la Russie, après cette terrible guerre, n'importe quelle fin. Ce pays n'appartient plus à la sphère russe, ni à une zone grise, mais fait part de l'Europe libre et commune. Merci en tout cas d'avoir très très bien illustré l'état de ce conflit aussi au sein d'ailleurs de l'Union à propos de l'Ukraine. On ne l'oublie pas sur nos antennes, vous l'avez constaté. Et continuez à suivre l'information sur nos... Ouais, franchement, y a masse que garde, y a masse bazar, quoi. Ah ouais, c'est comme ça, les mecs, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, elle est souriante, hein. Elle, dans sa tête, elle se dit, je fais un bon débat. Tu vois, voilà quoi. L'autre, le Hongrois, je sais pas très bien, elle s'est dit, bon, ça vaut même la peine d'aller dans ce genre de débat, tu vois. Ça aussi, c'est la question. Enfin. Voilà, les mecs. C'est la vie, hein.